Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du côté de chez Sam, votre rendez-vous pour comprendre les États-Unis au-delà des clichés et des gros titres. Et en ce moment, l'actualité est particulièrement dense. D'abord, l'affaire Epstein refait surface avec la publication de près de 3 millions de documents, transparence historique ou opération politique. Que disent vraiment ces archives sur les élites américaines et sur l'état des institutions? Et pendant ce temps, la question de l'immigration continue de fracturer le pays entre raids, débats sur la sécurité, mobilisation des communautés latino-américaines. La frontière n'est pas simplement géographique, elle est devenue identitaire et politique. Et puis il y a eu le Super Bowl, un show planétaire, un moment de culture populaire, mais aussi peut-être un miroir des tensions aux États-Unis. Quand la musique et le sport et la politique se télescopent, que nous dit l'Amérique sur elle-même? Enfin, à l'international, la relation entre Washington, Israël et l'Iran dans une phase délicate. Diplomatie sous tension, équilibre régional fragile. Trump cherche-t-il un accord ou prépare-t-il un rapport de force? Bref, les États-Unis, un pays sous pression entre scandale, polarisation et enjeux géopolitiques. Allez, il est temps d'aller faire un tour du côté de chez Sam. Et pour cette émission aujourd'hui, je suis en compagnie de Claire Rabès, consultante et militante démocrate, de retour avec nous, qui n'était pas là la dernière fois lors du dernier numéro. Bonjour Claire. Bonjour Cyril. Merci d'être avec nous. Et il y a également Tristan Cabello qui était là la dernière fois, historien spécialiste des États-Unis et auteur du livre La victoire de Zoran Mamdani, un laboratoire pour la gauche. Le livre vient tout juste de sortir aux éditions textuelles. Bonjour Tristan. Bonjour. Et on va démarrer tout de suite par l'affaire qui fait parler le monde entier actuellement. Et j'ai envie avec vous d'avoir un point de vue plus états-unien, on va dire. L'affaire Epstein. Epstein aussi, on peut dire apparemment. Donc qu'est-ce que ces 3 millions de documents finalement changent réellement? Est-ce qu'on est face à une avancée historique ou finalement c'est un écran de fumée? Claire d'abord. Compliqué à dire. Déjà, c'est le département de la justice qui a suivi l'obligation légale qui lui était donnée, puisque Trump, et on s'en rappelle, s'était largement opposé à la diffusion de ces documents. Là, il y en a beaucoup, et les journalistes l'ont tous dit également. Il y a beaucoup parce qu'il y a aussi beaucoup de recherches à faire. Donc, c'est vraiment un travail minutieux qui s'engage maintenant pour savoir exactement ce qui a été caviardé, ce qui a été gardé, et dans ce qui a été gardé, ce qui est doublonné, parce qu'il y a énormément de doublons. Il y a aussi c'est plus de 2000 vidéos. Enfin, il y a énormément de matière. Donc, c'est aussi un moyen de donner une information qui n'est pas très claire et dont les journalistes vont devoir s'emparer pour tirer vraiment, justement, tout ce qui doit être connu du grand public. Et d'ailleurs, on l'a vu, il y a aussi un débat un peu plus pernicieux qui est de savoir est-ce qu'on doit vraiment regarder ce qu'il y a dans ces files, dans ces Epstein Files, pour aller finalement déranger un petit peu les élites, parce que ça fragilise encore les institutions, parce que ça fragilise encore, justement, notre démocratie, finalement. Et au niveau international, on l'a vu, puisque c'est au niveau français, on l'a vu avec Jack Lang, on le voit avec la Côte d'Ivoire et la nièce d'Alassane Ouattara, on le voit dans les pays avec du Moyen-Orient, notamment avec le CEO à Dubaï, on le voit strictement partout et bien au-delà des États-Unis aussi. Donc cette question qui est est-ce qu'on doit fragiliser ou pas notre démocratie, oui, il y a quand même un enjeu justement à faire la lumière peut-être pour la renforcer, cette démocratie, parce que au final, elle fonctionne quand même un peu à retardement et on va voir ce qu'on en fait, mais elle fonctionne quand même. Tristan, sur cette question des Epstein Files, est-ce que finalement c'est un scandale parmi tant d'autres dans l'histoire politique américaine où là il y a quand même quelque chose de différent qui se joue? Oui, mais déjà, il faut vraiment rappeler ce que Claire venait de dire, c'est très important, c'est le fait que personne n'a lu l'entièreté des Epstein Files, c'est-à-dire il y a 3 millions de documents, il y a des documents qui sont caviardés, il y a des documents qui sont noircis, on les a pas encore tous, il y a encore beaucoup de documents qui vont être publiés, donc personne vraiment ne les a lus dans leur entièreté, et puis surtout, il faut dire qu'il y a une crise du journalisme aux États-Unis, le Washington Post a licencié plein de gens, et puis c'est aussi le cas dans d'autres médias. Donc il n'y a pas assez de journalistes finalement pour faire le travail de ces Epstein Files. Alors pour moi, le problème des Epstein Files, c'est que en publiant un nombre aussi important de documents, finalement on se focalise sur quelque chose que moi je pense n'est pas si important, c'est-à-dire les noms.
Qui est dans les Epstein Files? Alors, y a-t-il Clinton? Y a-t-il Hillary? On parlait en coulisses, bon, il n'y a pas Barack Obama, par exemple. Voilà. Qui y est et qui n'y est pas? Moi, je crois que ça, c'est pas l'important, finalement. C'est pas vraiment important qui est dans les Epstein Files. Il faudrait plutôt s'attarder sur les structures qui ont rendu possible un crime organisé comme celui de Epstein. Et puis, au-delà, donc alors les structures, les banques, bien évidemment. Hein, les banques sont vraiment trempées dans ces Epstein Files. Elles sont trempées jusqu'au cou. Hein. Les fondations, les universités, les médias, les partis politiques aussi, le Parti démocrate, mais aussi le Parti républicain. Ça, je pense que c'est beaucoup plus important. Puis surtout, je crois qu'on se focalise beaucoup sur le scandale pédocriminel. Et alors, bien évidemment, c'est un scandale ignoble. Hein, et puis, il y a énormément de victimes. Et ça, il faut ne jamais arrêter de le répéter. Et en même temps, je crois que ce scandale en cache un autre qui est encore plus, qui est quantitativement vraiment là dans les Epstein Files, c'est le scandale des banques. C'est-à-dire qu'il faut quand même rappeler que Epstein, son travail au départ, c'est de la fraude fiscale, hein. C'est de la fraude fiscale légalisée, de l'évasion fiscale, quoi. Et c'est comme ça qu'il gagne son argent. Et le scandale pédocriminel, il vient se greffer sur ça. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment connecté? On n'est pas très sûr. Est-ce que c'est un trip qu'il a lui et puis où il essaie de connecter ses amis? Ça, on sait pas très bien. Et puis vient se greffer au-dessus de ça après. Moi, je les appelle des parasites, plein de parasites, c'est-à-dire des gens qui sont là pour un peu prendre avantage de Epstein parce qu'il a beaucoup d'argent. Par exemple, Jack Lang, c'est un peu le cas, il faut bien le dire. C'est-à-dire, Jack Lang, il est là. Pourquoi il veut que Epstein lui envoie une voiture pour aller dans une fête, je ne sais pas, en banlieue parisienne? Voilà, tout ça, c'est-à-dire, ils essayent aussi de prendre avantage de ce type qui a beaucoup d'argent. Donc, moi, ce que je dis toujours sur ces Epstein Files, c'est que finalement, qui est dedans, moi, c'est pas vraiment ça qui m'intéresse. C'est vraiment essayer d'avoir une réflexion sur les structures qui ont permis tout ça. Parce que si on s'intéresse que au nom, finalement, il y aura d'autres Epstein après, quoi. C'est-à-dire, le système pourra. Et puis deuxièmement, un truc qui moi m'intéresse aussi beaucoup, c'est qu'aux États-Unis, on n'a pas eu la chance d'avoir des gens comme les Pinson-Charlot en France, c'est-à-dire des sociologues français qui analysent les élites, et qui s'intéressent beaucoup à la bourgeoisie. Ça n'existe pas aux États-Unis. Il n'y a pas de sociologues qui ont fait comme ça des grandes analyses de la bourgeoisie. Et là, j'ai envie de dire dans ces Epstein Files, mais c'est une fenêtre incroyable sur la bourgeoisie blanche états-unienne, plutôt de la côte Est, il faut bien le dire. C'est-à-dire comment ces gens vivent leurs grandes angoisses. On voit que leurs grandes angoisses, c'est quand même... moi, je m'intéresse beaucoup à la gauche américaine. C'est la gauche. Ils sont obsédés par Bernie Sanders, par exemple, en 2016. Hein. Ça leur fait vraiment peur. Quand ils viennent en France, ils sont obsédés par les gilets jaunes. Ils en ont peur, tu vois. Et donc ça, je trouve que ça, c'est aussi... c'est secondaire, bien évidemment, mais ça va quand même faire des sources... pour les historiens comme moi, ça va faire des sources plus tard qui vont être quand même très, très intéressantes, même dans l'État. Claire, justement, sur ces Epstein Files, tu disais que... pas tu disais, en fait, c'est la réalité. Certaines parties sont caviardées, certaines parties de ces documents sont masquées. Et il y a plusieurs personnes, des familles de victimes, et même certains démocrates qui regrettent ça. Et certains démocrates parlent même de dissimulation, de cover-up. Qu'est-ce que toi tu en penses justement? Est-ce que le fait que tout ça soit masqué, finalement, on n'arrive à rien vraiment ressortir de ces... Enfin, rien. Il y a beaucoup de choses qui sortent, mais il y a peut-être une grande partie qui est masquée. Non, effectivement, Tristan le pointait. Et comme il y a énormément d'informations, effectivement, encore une fois, le rôle des journalistes est crucial. Mais normalement, le rôle du département de la justice est aussi crucial. Or, il n'y a pas eu d'écoute des témoins. Donc, c'était aussi un peu assez central, d'ailleurs, dans l'audition de Pam Bondi devant la Chambre, là, il y a 2 jours, où justement, et c'est beaucoup de démocrates qui sont allés la chercher sur le fait que, justement, le département de la justice
justice n'avait pas entendu ces témoignages des victimes qui étaient juste derrière elle, et qui ont justement levé la main au moment de dire, bah oui, nous on a demandé à témoigner sur tel point et nous n'avons pas été reçus, ils n'ont jamais été contactés. Donc là, il y a un vrai travail du département de la justice qui n'est pas fait. Et il y a une volonté d'obstruction qui continue malgré justement les révélations où on peut se dire que Trump a fait son job, que pour la base MAGA, ok, il a donné les documents, mais encore une fois, là, Mike Johnson, donc le speaker à la Chambre des représentants, ferme la Chambre quand même pendant 40 jours. On est donc du coup dans un manque de débat que les représentants souhaitent, auquel on ne donne pas suite. Donc là, encore une fois, il y a une obstruction réelle de Pam Bondi, donc Attorney General, et évidemment de l'administration Trump derrière. Et je crois que c'est important de le souligner parce qu'on disait que la démocratie fonctionne, mais elle fonctionne quand même avec un temps de retardement sous cette administration Trump, et c'est bien le contre-pouvoir de la presse qui va devoir s'en charger. Et justement, est-ce que politiquement, ce dossier peut fragiliser Trump, ou finalement, il a une base qui, quoi qu'il arrive, le choisira, même si on découvre qu'il a vraiment baigné totalement dans les affaires de Epstein? Ah non, ça peut le fragiliser beaucoup. On en a souvent parlé aussi avec Tristan là-dessus. La pédocriminalité, évidemment, pour tout le monde, mais pour la base MAGA, c'est un point essentiel de leur mobilisation et aussi de l'ambiance complotiste dans laquelle ils évoluent. Donc, c'était le Pizzagate avec Hillary Clinton, ou même justement l'exploitation des enfants dans les cours arrière des pizzerias. Donc, très clairement, c'est important pour sa base MAGA, et il faut qu'il soit très vigilant sur justement la façon dont il montre qu'il agit. Il y a ce premier point, et puis il y a le spectre de la destitution aussi qui arrive éventuellement avec les élections demi-mandat en novembre. Si la Chambre bascule, et donc si le Congrès bascule, très clairement, il y a un souci pour Donald Trump, et c'est d'ailleurs sa principale obsession, la destitution, et c'est le cas principal sur la base duquel il pourrait être destitué. Donc très clairement, l'administration Trump et Trump lui-même est obnubilé par cette menace. Tristan, justement, tu parlais, tout à l'heure, on a cité Barack Obama, et Donald Trump, pendant cette période des dossiers Epstein, a publié sur son site, de son réseau social, des photos racistes des Obama grimés en singe. Est-ce que tout ceci, et notamment c'est une tentative pour Trump de diversion par rapport à ces dossiers-là, et est-ce que ça peut le fragiliser aussi, ce racisme affiché, même s'il se dit être le président le moins raciste depuis longtemps aux États-Unis? Ouais, mais Obama, c'est vraiment une obsession chez Trump. Et bien sûr que c'est une obsession raciste. Ils n'ont pas supporté qu'il y ait un président noir. Et d'ailleurs, ça se retrouve vraiment au centre des Epstein Files aussi. C'est-à-dire que ça, on en parle très peu, mais le racisme est omniprésent dans ces Epstein Files. On a des conversations entre Epstein et ses amis dans lesquelles ils disent ne pas vouloir de filles noires, dans lesquelles une obsession aussi du sionisme quand même, c'est omniprésent, c'est vraiment partout, et ça il faut quand même le souligner. Puis comme on en parlait aussi tout à l'heure, dans les Epstein Files, alors il n'y a pas Barack Obama, mais d'ailleurs ce qui est très frappant, c'est qu'il y a pratiquement personne de racisé dans les Epstein Files. Il n'y a pas d'Afro-Américains, il n'y a pas de Latinos, il n'y a pas d'Arabes. On est quand même dans un moment, en plus, le moment où Epstein évolue à New York, 2000-2010. C'est un moment où il y a plein de PDG afro-américains dans les grandes entreprises de la finance. Maintenant, son nom m'échappe, mais le PDG d'American Express, entre 2005 et 2015, est afro-américain. Il y en a vraiment plein. Il ne les connaît pas. Lui, il ne les connaît pas. C'est pas ses amis. Donc ça, il faut vraiment aussi. On dit souvent, dans les Epstein Files, il y a tout le monde. Non, il n'y a pas tout le monde. C'est un monde quand même très très fermé, non seulement d'un point de vue de classe, d'un point de vue de genre, mais disons qu'il n'y a pas de femmes non plus. Il parle avec très peu de femmes, et ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Mais il parle avec très peu de femmes, et il parle avec très peu de gens racisés. Il parle aussi, il faut quand même le dire. C'est-à-dire, on dit, il connaît tout le monde de l'extrême droite à l'extrême gauche. Et en général, on dit, il connaît tout le monde de Steve Bannon, qui est donc un des conseillers de Trump, qui à l'époque n'était pas vraiment en politique encore, il faisait des documentaires, à Noam Chomsky.
grand intellectuel de la gauche américaine. Mais bon, en fait, ces deux-là, c'est quand même les exceptions, à l'extrême droite et à l'extrême gauche. Ce qui connaît Epstein, c'est quand même principalement des démocrates raisonnables, les Bill Clinton, etc. Et puis les républicains aussi tout aussi raisonnables, enfin les gens qu'on nous présente comme raisonnables, quoi. C'est pas des extrêmes. Donc vraiment dans les Epstein Files, ce qu'il faut toujours rappeler, c'est que quand on écoute les infos en continu, on a vraiment l'impression que tout le monde y est, mais c'est pas vrai. Il y a plein de gens qui n'y sont pas, et je note quand même que ce sont les gens racisés qui n'y sont pas, et la gauche. C'est-à-dire, il y a vraiment des gens qui en sont totalement exclus, et ça, il faut toujours quand même le souligner. Et au sein de la population américaine, est-ce que cette affaire nourrit justement ce sentiment cette défiance anti-système qui traverse le pays, les États-Unis, mais pas que d'ailleurs? Est-ce que concrètement, comment la population vit toutes ces révélations? Moi, ce que je sens, moi je te parle de mes amis, oui, puis je te sûr. parle de ce que je vois, une grande fatigue. Vraiment une énorme fatigue par rapport à ce dossier. Mais il y a quand même une fatigue aussi informationnelle aux États-Unis, c'est-à-dire les gens n'en peuvent plus d'avoir du Trump tous les jours et n'arrivent même plus à suivre. En tout cas, moi ce que je vois aussi, c'est que la conséquence politique de ça, bien évidemment que ça nourrit le tous pourri, etc. Mais ça nourrit quand même le tous pourri les républicains et les démocrates centristes. Ouais, c'est-à-dire que les gens se disent, bon, il faut quand même peut-être qu'il y ait une autre option là, et l'autre option, qu'est-ce que ça peut être? Ça reste à construire, on verra au midterm. En tout cas, moi vraiment ce que je sens, mais même chez des gens, tu sais, qui sont qui s'intéressent à l'information, qui éduqués, instruits, etc. Une grande fatigue, vraiment une grande fatigue face au déroulement et puis la masse de documents qu'il y a qui est impossible à appréhender. Et toi, Claire, est-ce que tu as d'autres échos ou ça va dans le même sens que ce que nous dit Tristan sur les Américains lambda, entre guillemets, et qui vivent ce moment-là? Alors moi, effectivement, pour en avoir discuté, mais plutôt avec ceux avec qui j'étais en Arizona, c'est vraiment une fatigue, Tristan a raison, démultipliée, mais contre Trump lui-même, encore plus que son administration. Les photos qui circulent de lui avec les jeunes filles sont beaucoup, justement, dans les messageries de groupe, quand même, pour polariser, encore une fois, contre Trump. Il y a vraiment désormais, il a réussi à faire ce qu'il souhaitait, c'est-à-dire qu'il est au centre de tout. C'est un culte de la personnalité, mais évidemment pour et contre. Et là, il y a quand même un rejet de la personne de Trump qui est extrêmement fort évidemment chez ceux que je côtoie qui sont démocrates, évidemment. Mais c'est en fait, encore une fois, c'est l'Arizona est juste à côté de Chino Valley, par exemple, à même pas 20 km donc là où j'étais, donc là où c'est aussi la base des Oath Keepers, donc ceux qui avaient fait l'assaut du Capitole. Et encore une fois, la base MAGA est très présente. Et là, la polarisation est extrêmement forte et c'est aussi pour ça qu'ils réagissent comme ça. C'est parce que à côté, ça ne remet pas en cause Trump. Encore une fois, dans MAGA, il faut toujours le redire. Évidemment, cette radicalisation du parti républicain commence bien avant Trump, avec le Tea Party aussi. On en avait déjà parlé. Mais dans le mouvement MAGA, il y a quand même l'importance du culte de la personnalité. Et donc, quoi que fait Trump, les photos de préservatifs où l'on peut voir sa tête, les photos, on en parlait avec les jeunes filles, notamment avec les colliers de fleurs, c'est pas grave. C'est quand même un complot. C'est quand même quelque chose où on va aller chercher justement Trump et on va oublier ce qu'il a fait de bien à côté. Et c'est d'ailleurs tout un narratif que reprend même, encore une fois, Pam Bondi dans son audition hier. Donc on n'est pas du tout dans quelque chose de déraisonnable, on va dire, de la part de la base MAGA. C'est repris au plus haut, dans les plus hautes sphères de l'État. Mais donc voilà, il y a encore une polarisation et vraiment, non pas seulement un clash entre les partis, démocrates et républicains, comme on peut le voir nous aussi de manière institutionnelle, et moi la première, mais également un clash entre les gens qui ne se parlent vraiment plus. Avant, on ne parlait pas de politique, pas de religion entre voisins, etc. Maintenant, Trump est absolument partout et même dans ses conversations. La polarisation, tu viens de le dire, on la voit notamment sur un sujet
qui occupe également l'actualité, c'est l'immigration et la police de l'immigration ICE de Donald Trump. Et à Minneapolis, il vient de se passer quelque chose d'important ces derniers jours. Rappelons Minneapolis, il y a eu 2 morts, de fortes mobilisations, des milliers de personnes dans la rue. Et finalement, on l'a appris hier, la police de l'immigration de Trump quitte Minneapolis, donc ICE out pour de vrai, là, pour le coup. Est-ce que le fait que cette police quitte Minneapolis, c'est un revers? D'abord, je vais poser la question à toi, Claire, et ensuite, Tristan, tu nous donneras ton point de vue. C'est un revers pour la Maison-Blanche? Un revers, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, parce qu'il a quand même réussi à démontrer et à instaurer un climat d'anxiété très fort. Et le fait qu'il peut utiliser ICE comme en partie, c'est pas encore totalement le cas, mais on peut y revenir plus précisément, mais comme une police politique, dans le sens où quand même elle a été... c'est un exemple, c'est vraiment pris pour exemple. Elle peut intervenir dans une ville qui a une grande histoire, en plus syndicale, de mobilisation citoyenne. Donc Minneapolis, certes, s'est rebellé après quand même un peu de temps, mais les traces sont quand même très présentes. Donc je le présenterai pas comme un revers, même si très clairement, on a vu qu'ils ont un peu balbutié au niveau de l'État et Trump lui-même sur le fait, et notamment sur les morts. Ouais. Mais finalement, ils ont quand même ces policiers, en tout cas, ces nouveaux enrôlés aussi dans ICE, qui sont de background très différents, mais aussi quand même d'une droite nationaliste assez clairement. Donc ça aussi, il faut le rappeler. Ils ont été défendus corps et âme par J.D. Vance sur le fait qu'ils bénéficiaient d'une immunité. Et donc en fait, tout ça, ça crée des précédents. Et ça crée des précédents aussi dans la bouche de Donald Trump qui dit je ne m'interdis pas d'utiliser ICE pour les midterms. Donc encore une fois, on est vraiment dans quelque chose qui crée un climat d'insécurité et donc de violence jusqu'à la mort, justement, on peut le dire comme ça par rapport aux journalistes et comment c'est relayé, de bons Américains blancs. Ouais. On est quand même là-dessus aussi. Donc en fait, ça a créé beaucoup d'émoi et je crois que c'est vraiment très ancré chez les Américains désormais qu'on peut aller jusqu'à se mobiliser et mourir pour cette mobilisation. Tristan, justement, sur le fait qu'ICE quitte Minneapolis, je disais un revers pour la Maison-Blanche Ouais, mais c'est vrai que c'est comme ça que ça a été traité dans les médias. En tout cas, on parlait de désescalade. Le fameux Trump always chickens out. Trump a toujours peur ou se dégonfle. Mais moi, je suis d'accord avec Claire. Je pense que le mal est fait là. Et que en fait, peut-être qu'il a eu exactement ce qu'il voulait, c'est-à-dire la peur. Et les gens ont en effet peur. Il y a eu 2 morts. Il y a eu 2 morts qui n'étaient même pas connectés directement. Quoi qu'il en soit, il ne doit pas avoir de mort, mais voilà, c'était vraiment extrêmement choquant pour une grande partie de l'Amérique. Je rappelle que le 2e mort, Alex Pretty, l'infirmier, portait une arme. Normalement, ça devrait plaire aux MAGA, etc. Et on se rend compte que même si on a une arme, finalement, on peut quand même y laisser sa peau, rien que d'aller comme ça en manifestation. Moi, je pense que ça a eu un impact qui va mettre vraiment des décennies à guérir dans le pays. Et en même temps, ce que je vois, c'est que je pense que ça a mobilisé aussi beaucoup les gens. Et peut-être que les gens vont moins se mobiliser dans la rue parce que ça devient très très dangereux. Mais tu vois, je crois qu'on en parlait la dernière fois, mais moi je vois quand même chez mes amis qui s'étaient un peu calmés depuis le début de l'ère Trump. C'est-à-dire parce que c'était très dur de parler, qui recommencent à prendre la parole, même à l'université, tu vois, des gens qui s'organisent, disent tiens, qu'est-ce qu'on va faire contre ça, parce que c'est pas normal, ou dans des organisations de quartier. Donc là, il y a quelque chose quand même, je crois, d'assez positif finalement. C'est une organisation qui est pas du tout récupérée par le Parti démocrate, mais c'est une organisation transversale comme ça, c'est-à-dire beaucoup de gens qui s'organisent pour essayer de faire valoir leurs droits. Et ça, je pense que on n'en parle pas beaucoup, et on n'en parle pas beaucoup, et pour cause, il faut qu'il reste, qu'il reste caché. Mais c'est quand même un développement positif, pour le coup. Oui, parce que là, j'ai appris également que Philadelphie aussi se préparait déjà à résister à ICE, donc ça rejoint ce que tu es en train de dire là. Tu me racontais aussi la dernière fois avec les sifflets, tout le monde
à New York même déjà, les gens ont les sifflets pour au cas où prévenir ça, hein, pour prévenir pour si prévenir jamais. les descentes de. Oui, bien sûr. Et donc il y a Philadelphie, et puis il y a aussi Zoran Mamdani à New York qui a fait une loi. Alors je crois que c'était il y a 2 jours pour en effet que les services de la ville ne contactent pas ou ne soient pas en contact avec ICE, c'est-à-dire de renforcer le statut de ville sanctuaire. Donc il y a quand même des gens qui se soulèvent et vraiment, et je crois que c'est vraiment une majorité d'Américains, tu vois, c'est-à-dire bien évidemment on dit souvent chez les MAGA c'est 60% ils sont pour ICE. Et bon, il faut quand même arrêter, les MAGA c'est 10 à 15% de la population, donc voilà, c'est aussi une minorité. Je pense que là on atteint quand même un truc qui est assez fondamental chez les Américains, le droit de manifester, le droit du free speech, le droit de manifester de manière peaceful, comme ils disent, hein, c'est-à-dire en paix. Ça a beaucoup choqué. Et puis, ça choque d'autant plus que, voilà, c'était des gens tout à fait du mainstream américain, quoi. C'était the American next door, comme on dit, hein, la mère de famille qui est dans son 4x4, l'infirmier qui s'occupe des anciens combattants. Bon, ça a vraiment beaucoup choqué. Et là, je pense qu'il y a eu un tournant dans l'opinion publique, quoi. Ouais. Et justement, Claire, les démocrates dans tout ça, est-ce qu'il y a une ligne claire aujourd'hui sur l'immigration, ou est-ce que la force de Trump et des républicains fait que les démocrates attendent avant d'agir? Qu'est-ce que font les démocrates par rapport à tout ça? Il n'y a pas de stratégie groupée. Il y a un manque de leadership total. Hein. Ça, c'est vrai. Ils jouent aussi tous leur partition, mais parce que Tristan venait de le dire aussi, il y a eu, après cette forme de léthargie, dont franchement les élus démocrates étaient l'exemple le plus parlant peut-être, il y a une reprise quand même en main aussi du discours. Donc c'est un Gavin Newsom en Californie, quoi qu'on en dise. C'est évidemment le maire de Chicago, on en parlait la dernière fois, qui est extrêmement important aussi dans la parole démocrate aujourd'hui, un Zoran Mamdani évidemment, et puis quand même aussi à la Chambre des représentants. Et on a par exemple c'est Mark Kelly, donc sénateur justement en Arizona, là où j'étais, qui est poursuivi pour sédition, si vous vous souvenez, ces vidéos sorties où il disait à l'armée, puisque c'est un ancien officier, un ancien capitaine il me semble, de ne pas suivre des ordres illégaux. Et donc il a été poursuivi directement par Trump et donc par son administration ensuite. Et finalement il vient de gagner là en première instance, et donc les juges font leur travail. Le problème c'est qu'on a l'impression que c'est un effet de goutte, parce qu'on a cas par cas, il y a beaucoup de cas aujourd'hui devant la justice et on ne voit pas toutes les petites victoires qu'il y a également. Donc c'est du goutte à goutte et on ne voit pas de confrontation vraiment globale, frontale. Mais il y a quand même quelques contre-pouvoirs qui fonctionnent. Ma crainte, et on l'a redit tous les deux, je crois que c'est que le mal est fait sur certains points et que donc évidemment il faut continuer cette mobilisation, l'amplifier. Il faudrait que le Parti démocrate arrive à s'en saisir à un moment donné, et dans les urnes on verra avec les élections de mi-mandat, mais pour l'instant c'est plus effectivement un rejet de Trump qu'une volonté de soutenir le Parti démocrate, ça très clairement. Si je peux juste rajouter un truc, c'est que il faut toujours rappeler que les démocrates, ils ont soutenu ICE depuis 15 ans. Barack Obama, c'est lui qui a bureaucratisé, financé, mis les fonds. Il faut toujours rappeler que Barack Obama est la personne qui a déporté le plus de personnes en situation de migration aux États-Unis. Hein, donc, alors juste, du coup, quelle est la différence finalement? Tu viens de le dire, Obama c'est celui qui en a fait le plus, mais aujourd'hui on n'a jamais entendu parler autant d'ICE que sous Trump. Quelle est la différence entre les deux? Oui, mais parce que ICE n'est pas du tout utilisée pour ce qu'elle doit faire. Ce qu'elle doit faire, c'est traquer les gens en situation irrégulière. On dirait en France en OQTF. Et les gens, parce que bon, quand tu reçois un OQTF, tu t'es pas tout de suite mis dans un avion, etc. Sûr. Bon, alors normalement, c'est ça. Et en fait, quand ils sont utilisés pour ça, comme je viens de le dire, ils savent bien le faire. Puisque Barack Obama l'a utilisé, il a déporté plein de gens. C'est quand ils ne sont pas utilisés pour ça, qui ne savent pas, et là ils sont utilisés de toute évidence pour terroriser la population. Donc les démocrates sont
sont tout à fait mouillés dans ce que ICE est devenu. Deuxièmement, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a toujours deux lignes. Il y a la ligne Gavin Newsom-Kamala qui est du genre il faut réformer ICE, vous voyez. Et puis il y a la ligne Zoran Mamdani et aussi qui dit c'est ICE, c'est fini, c'est abolish ICE. C'est-à-dire ICE, on peut pas réformer un truc qui de toute façon est néfaste dès le départ. Et puis troisièmement, il faut aussi rappeler que ce qu'on en a su très récemment là, c'est qu'on a dit qu'on avait recruté plein de gens pour ICE. Je sais pas si tu te rappelles, donc il y avait eu au moins 2000, 3000 je crois personnes qui avaient été recrutées avec des salaires qui étaient assez alléchants pour un Américain, puis surtout un bonus. On découvre quoi? On découvre que ces gens n'ont pas été payés. Oui. C'est-à-dire ils sont pas... Bon, tu sais, aux États-Unis, c'est très très dur de comment on dit, de s'enregistrer dans le payroll quand tu es fonctionnaire au niveau fédéral. Ça met des semaines. C'est vraiment... mais le problème, c'est qu'ils apprennent que tout d'un coup, le fameux bonus... Qui était de 50 000 $. De 50 000, mais en fait, c'est 50 000 sur 5 ans. Donc il y avait plein de notes de bas de page que les gens n'ont pas lues et là les gens sont pas contents parce qu'en effet ils ont été un peu floutés sur cette affaire-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui marche, qui peut bien marcher quand elle est utilisée pour ce qu'elle devrait faire, même si c'est tout à fait problématique de le faire déjà. Là, quand elle est utilisée par Trump pour terroriser la population, finalement, elle le fait aussi bien, mais bon, c'est pas pour ça qu'elle est faite, cette police. Il terrorise la population, il est aussi en train de redéfinir ce qu'est être américain, non? Aussi Trump, avec cette manière d'agir. Ah oui, encore une fois, Trump a une politique suprémaciste, très clairement. Donc pour lui, l'Amérique est blanche. Et donc, elle terrorise ICE, la population, une certaine partie de la population, et notamment, on l'a bien vu, les Hispano-Américains. C'est très clairement une des populations qui est ciblée, autant dans le discours de Trump, et on ne le retrouve pas que en politique extérieure, mais on le retrouve vraiment partout. Évidemment, on a parlé tout à l'heure du racisme aussi sur couleur de peau, donc pour les Afro-Américains, bien entendu. Mais j'ai envie de dire que c'est peut-être finalement moins présent dans le discours de Trump ces dernières semaines, et ces derniers mois, que vraiment la cible des Hispano-Américains, parce que ça correspondait encore une fois à sa politique extérieure, et donc notamment avec ce qui s'est passé au Venezuela, ses propos sur Petro, évidemment cela servait vraiment son discours. Donc oui, il est en train d'essayer de redéfinir ce qu'est une Amérique chrétienne, donc blanche, historique, qui prend pour lui l'âge doré, c'est le 19e siècle. Alors, à quoi ressemblait le 19e siècle? Je pense qu'on n'a pas forcément la même vision, justement, de ce que pouvaient être les États-Unis que Donald Trump. Mais il y a vraiment un conservatisme assez, finalement, traditionnel chez Trump des extrêmes droites. Et c'est aussi pour ça qu'il retrouve des alliés qu'on connaît bien, des Viktor Orban en Hongrie, par exemple, pour ne parler que de lui. En fait, il se retrouve sur cette race blanche et cette vision d'une suprématie et de la toute-puissance, évidemment, de cette race blanche qui existe selon lui. Et justement, il y a eu un événement récemment, on en a parlé, Claire, lundi, dans Toujours Debout, qui a montré justement cette crispation identitaire aux États-Unis. C'est le Super Bowl et le show de la mi-temps du Super Bowl, avec la présence de Bad Bunny, un artiste latino-américain, les cibles de Donald Trump actuellement. Et dans le contexte actuel, on a pu voir que ce spectacle culturel est rentré dans un champ de bataille politique. Tristan, pourquoi en fait ça a autant... diviser, on peut dire, la société américaine, cette présence de Bad Bunny à la mi-temps du Super Bowl? Ouais, alors je crois pas trop que ça l'a divisé, en fait. Je crois que vraiment, ça a été pour beaucoup d'entre nous une grande respiration de le voir. Et puis même, tu vois, c'était 133 millions, je crois, de gens qui l'ont regardé. Moi, j'ai vu quand même très peu, si ce n'est Donald Trump et puis quelques-uns de ses amis, critiquer ce show. C'est-à-dire tout le monde l'a beaucoup aimé. Et pour cause, c'était extrêmement bien produit. Et puis voilà, Bad Bunny, c'est quand même la star en ce moment mais en plus de toutes les générations, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, voilà, il y a beaucoup de gens qui aiment Bad Bunny. Et alors moi, j'ai beaucoup aimé ce show. Bien évidemment que ça représente exactement tout ce que Donald Trump déteste, mais quand même, c'était fait de
d'une manière tellement élégante. C'est-à-dire, le type parle tout en espagnol, il y a des rapports, tu vois, c'était politique, mais en même temps, pas trop quand même. Hein, c'est-à-dire, il n'y avait aucun slogan « Ice out »,« Trump, je te hais » ou des trucs comme ça. Bon, c'était fait de manière tout à fait artistique. Et puis surtout, ce qui moi me choque un petit peu, c'est que si tu veux, quand on regarde bien le show et qu'on l'analyse, quand même toutes les valeurs qu'il projette, Bad Bunny, bon, c'était quand même des valeurs qui étaient assez conservatrices, moi j'ai remarqué, parce que bon, c'est la famille, c'est le patriotisme, c'est quand même, on voyait tous ces storefronts, comme on appelle aux États-Unis, ces petites boutiques, c'était quand même l'entrepreneuriat, tu sais, c'était beaucoup l'entrepreneuriat quand même. Hein. C'était la famille, il y avait un mariage hétérosexuel qui était célébré. Bon, c'était quand même des valeurs, voilà, c'était les valeurs de Donald Trump, quoi. Il aurait dû adorer, quoi. Et c'est là qu'on voit vraiment que c'est le racisme de Donald Trump, c'est un racisme complètement fou, quoi. Parce que justement, ce type Bad Bunny là, bon, finalement, il y a beaucoup, tout ce qu'il y avait dans ce show, c'était quand même des valeurs, que Donald Trump aurait dû aimer, la famille, l'entrepreneuriat, être ensemble, le patriotisme. Mais bon, ça le dérange beaucoup que ça soit quelqu'un de latino qui parle en espagnol. Puis alors, c'est quand même incroyable, quoi, que Donald Trump dise déjà que il fasse des commentaires sur la manière dont Bad Bunny danse, parce que bon, quand même, Donald Trump, on se rappelle tous de ses pas de danse durant la campagne, quoi. Et puis personne ne le comprend. Mais en fait, il y a tellement de gens qui le comprennent. C'est-à-dire que non seulement qu'ils le comprennent linguistiquement, mais qu'ils comprennent qui il est en tant qu'artiste. Donc c'était vraiment, je pense, une respiration. Et puis le show qui était en face de Bad Bunny, c'est-à-dire le show un peu MAGA avec Kid Rock, etc. Alors apparemment c'était peut-être 4-5 millions de téléspectateurs, donc c'était beaucoup moins. Et même on a des photos de meetings républicains où ils regardent le Super Bowl. Même eux regardaient le Super Bowl de Bad Bunny. Ouais, donc c'était vraiment une grande respiration, je crois, pour tout le monde. Et puis bon. Voilà, ça s'ajoute, tu vois, c'est toutes ces petites choses qui s'ajoutent les unes après les autres. On parlait de ICE, des organisations de quartier, tout ça. Puis là, tu as un artiste qui nous montre l'Amérique telle qu'on l'aime, quoi. Et ça fait du bien et ça remobilise les troupes. Et il faut pas minimiser l'impact que ce genre de choses a sur une société. Mais dans tout ça, quand même, tu l'as dit, hein, Trump a dit qu'on ne comprenait rien, que l'espagnol était... peu de gens le comprenaient, mais pourtant aux États-Unis, clair, il y a une grande communauté latino-américaine et qui parle espagnol. Et justement, on a le sentiment, en tout cas j'ai eu le sentiment dans ce débat-là, avant le Super Bowl, hein, qu'il y a quelque chose qui se jouait avec le fait que l'espagnol prenne de plus en plus de place aux États-Unis. Oui, clairement, c'est ce qu'on disait aussi, ce que je disais tout à l'heure sur le racisme de Donald Trump. Donc évidemment, en MAGA, c'est plutôt un homme blanc, habitant plutôt en zone rurale, donc effectivement avec des valeurs familiales assez traditionnelles par ailleurs, etc., etc. Et là, en contre, évidemment, on a tout ce que Trump porte en épouvantail, et donc notamment un hispano-américain qui est forcément un immigré, hein, et donc à peu de choses près, parfois illégal, bien entendu. Et donc là, il y a une valorisation, il y a une dignité en fait qui est donnée par Bad Bunny, mais pas seulement aux immigrés des pays latino-américains dont ils viennent et dont il égrène d'ailleurs les noms, mais aussi justement au fait qu'ils sont bien américains, bien implantés aux États-Unis, que l'espagnol, on le disait tout à l'heure, est parlé par 13% de la population, et la deuxième langue du pays, que dans beaucoup de justement d'États et au niveau local, dans les tribunaux, dans les écoles, il y a des expressions évidemment en espagnol. Je crois que New York voilà, exactement. Et l'exemple même, alors ça reste New York, on peut se le dire, mais ce n'est absolument pas que New York qui fonctionne comme ça. C'est évidemment là où les grosses communautés sont. Je parle pas du Texas ou du Nouveau-Mexique. Et donc c'est extrêmement important de rappeler ça en fait, que c'est une langue du quotidien, que c'est une langue qui parle effectivement à énormément de personnes, et donc qui réunit. Et là, ça a été effectivement fait de façon très fine, politiquement, sans le dire comme ça, mais pour montrer que justement l'Amérique est plurielle. Alors,
Après, et ça a été un franc succès, ça c'est vrai. Après, ça vient d'une star. Et évidemment, ça vient du show business, entre guillemets. Mais Bad Bunny n'est pas encore décrié là-dessus, finalement, en tant que superstar. Il est superstar, finalement, depuis assez peu de temps. Donc, il n'a pas, comme une Lady Gaga, pu être décrié sur plein de choses, même si, du coup, il l'a fait intervenir. Et justement, c'était intéressant de la faire intervenir également parce que ça parle à d'autres gens et ça montre aussi une certaine synthèse, finalement, de ce qui est fait. Donc oui, c'était important de parler espagnol. Il l'a extrêmement bien porté. Et puis, j'ajoute quand même, c'est quelqu'un qui a toujours été très politique, Bad Bunny. Le dernier disque de Bad Bunny, c'est un disque sur Porto Rico qui est absolument magnifique. Enfin, moi, j'ai un collègue historien qui a carrément écrit, tu vois, les textes pour décrire, pour expliquer un peu aux gens qui ne s'y connaissent pas en histoire portoricaine les chansons de Bad Bunny. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours été politique. Donc, c'est pas surprenant, voilà, qu'il le fasse de manière assez naturelle. Et puis, je note aussi que dans toute cette, tu sais, à la fin, il y avait le défilé des drapeaux et on a pu voir le drapeau de la Guadeloupe et de la Martinique. Et en fait, le drapeau de la Martinique, c'est vrai, et il y avait le drapeau français qui représentait la Guadeloupe, parce que pour l'instant, le drapeau guadeloupéen n'est pas officiellement reconnu par l'État français notamment. Mais d'ailleurs, et pareil, j'ajoute ça, Trump a pris une loi justement pour interdire pour redire que l'anglais était la langue officielle. Il essaie de faire ça. Exactement. Oui, Donc en fait, là, c'était aussi un moyen de dire, en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez au niveau institutionnel. Encore une fois, la vie quotidienne est différente. Et l'espagnol, encore une fois, et on l'a dit, est une langue extrêmement partagée aux États-Unis. Et justement, en parlant de Trump, des élections et autres, comment ce Super Bowl, en tout cas ce moment culturel, pourrait se traduire électoralement? Est-ce que depuis, certainement même, et toute la polémique autour du Super Bowl a aussi peut-être joué, Trump perd des soutiens latinos qui ont été à un moment donné très forts pour lui, notamment sur cette campagne récente qui l'a amené au pouvoir récemment? Ouais, il faut toujours minimiser quand même on a souvent dit que Trump avait gagné parce qu'il avait gagné beaucoup chez les latinos et chez les afro-américains. Bon, la base de Trump, elle est blanche, hein. C'est chez les blancs qui gagnent de plus en plus de gens. Alors bien évidemment, il y a certains segments chez les latinos encore, c'est comme si nous on disait les méditerranéens, voilà, c'est-à-dire il y a tellement de communautés différentes, tu vois. Bon, alors c'est vrai qu'il a fait beaucoup de gains, par exemple chez les Vénézuéliens américains et chez les Cubains américains, qui sont en général plutôt à droite. Donc c'est vrai que là, il avait fait des gains, mais bon, on peut pas dire que c'était majeur tout cela. En tout cas, ce que l'on voit là, ce qui va arriver, c'est que, comme tu sais, normalement, il y aurait des élections en novembre, des midterms, mais là, on a des primaires qui arrivent, qui sont déjà passées. Dans certains endroits. Et ce que l'on voit, en tout cas à gauche et au centre-gauche, c'est que les candidats démocrates centristes sont en général challengés par un candidat plus à gauche, soit progressiste, soit socialiste, dans la plupart des primaires qui arrivent là dans les prochains mois. Quelque chose d'assez exceptionnel, c'est que, par exemple, la personne qui va prendre le poste de Mike Sherrill dans le New Jersey, qui est devenu gouverneur, eh bien, il y a une primaire qui a eu lieu la semaine dernière, et c'est la candidate de gauche qui a gagné. Elle s'appelle Anamelia Mera, et elle a gagné alors à quelques voix. Hein. Il y a eu un recompte et tout, mais c'est un peu une surprise, parce que c'était pas du tout la favorite. Et c'est ça aussi que l'on voit un peu partout. Tu vois, Karen Bass, par exemple, la maire de Los Angeles, elle est challengée par une candidate plus à gauche aussi. Et ça, on le voit dans beaucoup de primaires. Donc là, il y a vraiment un truc qui se coalise là, et on va bien voir où ça mène. On va passer à la phase un peu internationale. Hein. Donald Trump, c'est le président du monde, en tout cas pour lui. Et là, il a reçu récemment Netanyahou il y a quelques jours. Et la question que je me suis posée, c'était quel intérêt pour Donald Trump de recevoir le Premier ministre israélien. On comprend l'intérêt pour Netanyahou de venir à la Maison-Blanche. Et surtout que cette rencontre à la Maison-Blanche, elle a mis en lumière justement les divergences entre les États-Unis et Israël, et notamment dans la stratégie adoptée face à l'Iran. Pourquoi Donald Trump a tenu à ce moment-là, actuellement, à recevoir Netanyahou?
Bon, c'est la continuité de leur relation très forte entre Israël et les États-Unis. Et puis Donald Trump ne se cache pas du soutien à Israël, ça, loin de là, avec son entourage aussi, et notamment, alors là, il l'a un petit peu mis sur d'autres dossiers, mais Jared Kushner, qui est son gendre, était très présent, et le reste, finalement, sur les dossiers israéliens. Donc, l'intérêt pour Donald Trump, c'est encore une fois, et tu viens de le dire, c'est que c'est le roi du monde, enfin, pardon, le président du monde. Je m'exprime comme lui, finalement. Donc c'est évidemment le passage obligé pour Netanyahou, et n'oublions pas qu'il peut aussi y voir ses intérêts propres et financiers. Je crois que là il n'y a plus à démontrer le fait qu'il s'intéresse beaucoup à comment effectivement la zone de Gaza va ensuite être réutilisée. Donc là on parlait de Gaza, effectivement sur l'Iran c'est important, il y a des divergences. Là Israël voudrait que les États-Unis soient plus fermes, attaquent directement, et voit d'un très mauvais œil effectivement les pourparlers sur le nucléaire que les États-Unis veulent reprendre. C'est sûr, puisque ça représenterait encore une fois le soutien en fait au régime des mollahs, puisque redonner en fait une légitimité pour négocier sur l'accord nucléaire, ça fait oublier un petit peu ses paroles, et il est malheureusement pas à une contradiction près, pardon. Donc c'est difficile de l'analyser, en tout cas pour moi qui suis pas non plus totalement spécialiste de l'Iran, bien entendu, mais sur le fait que il s'est beaucoup exprimé sur la répression, sur le fait que s'il y avait des morts, il interviendrait. Je crois que pareil, on a eu assez de morts pour qu'il puisse intervenir s'il avait voulu. Et d'ailleurs, il y a quand même eu des frappes, et des frappes israéliennes aussi sur les sites nucléaires. Donc voilà, on est dans un espèce de goubli-gouloubla, un peu difficile à extraire. Je crois que ce qui est important de dire, c'est que la tension monte, très clairement. Il y a quand même l'USS Ford qui a été positionné dans la zone. Donc c'est quand même le plus gros, justement, navire de la flotte américaine, tout simplement, qui était d'ailleurs près des côtes vénézuéliennes juste avant. Mais il y a quand même place encore à un dialogue diplomatique sur fond de tension un peu États-Unis-Israël. Mais il y a quand même un fond de diplomatie qui est encore en cours avec l'Iran, de la part des États-Unis. Donc espérons que ça puisse déboucher quelque part. Difficile pour moi d'en dire plus là. Tristan, justement, comment tout ça, l'attitude de Trump par rapport à Israël, mais surtout là par rapport à l'Iran, est perçue localement aux États-Unis ? Là aussi, tu sais, pour les Américains, c'est vraiment une grande fatigue. C'est-à-dire que les Américains déjà s'intéressent très très peu quand même à ce qui se passe à l'étranger. Alors c'est vrai que l'Iran et Israël, c'est quand même assez spécial. Là quand même, on s'y intéresse un petit peu. Moi, ce que je vois en tout cas, c'est dans les élections qui arrivent. Là, et ça a été le cas dans l'élection au New Jersey, dont je parlais juste avant, c'est que Gaza, ça devient la ligne de fracture. Ça devient le test politique. C'est-à-dire si les gens sont pas clairs sur Gaza, ils sont pas élus. Et ça devient très, très, très important, bien évidemment, surtout dans le camp démocrate. Mais je vois que ça divise aussi le camp MAGA, puisque Marjorie Taylor Greene, vraiment une MAGA vraiment tout à fait hystérique, vraiment très, très pro Donald Trump, a quitté aussi MAGA un peu là-dessus. Elle dit, voilà, elle a même employé le mot de génocide à Gaza, alors qu'à droite, personne ne l'emploie. Donc c'est vraiment un test politique, là, maintenant, et les candidats qui sont pas clairs sur cette question, moi je crois que c'est aussi en partie la raison pour laquelle Kamala Harris a perdu l'élection en 2024, c'est-à-dire elle n'était pas claire là-dessus. Et dans son camp, à l'époque, il fallait avoir une position très très claire, et les gens voilà n'ont pas voté pour elle à cause de cette position-là. Donc voilà, c'est vraiment une ligne de fracture. Maintenant, c'est un test politique, et si les démocrates n'ont pas un message très clair, la dénonciation du génocide, mais aussi l'arrêt des envois d'armes à Israël, etc., ils vont pas gagner. Justement, tu parles de ça, et ça me permet de faire la transition vers la fin de l'émission, et donc du coup de parler de ton livre qui vient de sortir rapidement, quelques instants. Zoran Mamdani, lors de sa campagne, justement, on a voulu le piéger plus d'une fois sur sa position par rapport à Israël et par rapport à ce qui se passe à Gaza. Il y a des vidéos qui ont tourné où il y avait des candidats qui voulaient lui faire dire des trucs qu'il n'a pas dit, ou inversement. Ouais.
Et donc, du coup, dans ton livre, je ne sais pas si tu parles de ça, je répète, là, c'est la victoire de Zoran Mamdani, un laboratoire pour la gauche. De quoi parle le bouquin ? Moi, justement, ça parle beaucoup de Gaza. Et donc, moi, ce que j'essaie de montrer, c'est à quel point c'est devenu central dans le débat américain. Alors, surtout à gauche, mais alors aussi à droite maintenant. Et ce que Zoran Mamdani a fait, parce que bien évidemment, le maire de New York, il n'a aucun pouvoir dans la politique internationale du pays. Mais ça a joué en sa faveur. Ça joue en sa faveur parce qu'il était tout à fait clair. Lui a toujours dit je dénonce le génocide. Si Netanyahou arrive à New York, on l'arrêtera. Quand on lui posait la question sur l'existence d'Israël, lui il disait toujours mais bien évidemment je suis pour l'existence d'Israël, mais il faut que toutes les personnes aient des droits égaux. Il était toujours très très clair. À chaque fois qu'on voulait le piéger, en fait, il est resté ferme sur ses positions. Même quand on lui disait des accusations d'antisémitisme, c'était tous les jours à un moment. C'est-à-dire que on avait vraiment essayé d'aller chercher toutes les petites bêtes dans des trucs qu'il avait dit il y a 10 ans. Or, il est très clair là-dessus, Zoran. Et ça, je vais te dire, je pense que sur des sujets de la vie de tous les jours, et puis aussi sur le fait que c'était quelqu'un d'authentique et quelqu'un trustworthy, on dit en anglais, tu vois, quelqu'un à qui on pouvait faire confiance, tu vois. Et ça jouait beaucoup. Et donc moi je pense vraiment, et je pense que maintenant c'est la ligne de fracture aux États-Unis, surtout à gauche. Si on n'est pas clair sur Gaza, les jeunes vont pas venir voter, les diasporas vont pas venir voter, les gens qui sont immigrés, qui ont reçu la nationalité de première génération, vont pas venir voter aussi. Parce que en fait, ce que Zoran a fait, et c'est ce que tous les politiciens devraient faire, c'est qu'il a lié tout ça. C'est-à-dire, il nous a dit, mais Gaza, c'est lié au racisme institutionnel aux États-Unis, c'est lié à la police, c'est lié à la surveillance, c'est lié en fait à notre vie, à nous. Et ça, c'est vraiment représentatif de cette nouvelle gauche aux États-Unis. C'est la gauche pensée globale, agir local. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire chez nous qui a un impact sur le global, quoi. Merci beaucoup, Tristan. Je me permets, parce qu'on aura Tristan en guest star d'une conférence le 24 février à Montreuil, à 19h, pour ceux et celles qui le souhaitent. C'est ouvert à tout le monde. Conférence, le thème de la conférence ? Eh bien, c'est justement face à l'autoritarisme, New York comme exemple de lutte par la justice sociale. Et c'est le 24 février. 24 février, 19h, Montreuil, salle Franklin. Parfait. Merci beaucoup Claire. Merci beaucoup Tristan d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et c'est votre soutien qui nous permet de continuer le combat cette année, celui d'aller sur la TNT francilienne et peut-être, pourquoi pas, dans quelques temps, la TNT nationale. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée. Je vous dis à très vite sur les antennes du Média.